en matière de procédure d'urgence, la situation est pire. Donc je ne pense pas que nous ayons fait plus. Au contraire, je peux vous le dire, avec le ministre Laourou, nous avions mis en place un dispositif d'appurement des OP, avec un calendrier, juste avant de partir. On avait commencé par apurer un certain nombre d'OP très rapidement, et l'objectif, c'était de parvenir à contenir ça à un montant qui serait un montant raisonnable, accepté avec les partenaires extérieurs. Et c'était ce que nous étions en train de faire lorsque nous sommes partis. Voilà, dans son ambition de réduire la pauvreté, dans son ambition de faire décoller le Bénin, le chef de l'État a mis en place le système de microcrédit aux plus pauvres. 30 000 francs accordés aux femmes pour les aider à investir et puis à gérer une affaire. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de ces microcrédits-là accordés aux femmes? Alors je pense que le microcrédit, la microfinance d'une façon générale, c'est quelque chose de très bien. Mais il faut savoir à quoi l'utiliser. Je ne connais pas un pays qui se soit développé avec la microfinance, je ne crois pas. Donner 30 000 francs de façon brute, de façon forfaitaire, femmes, en espérant ou en faisant croire que cela leur permettra de sortir de la pauvreté, cela me paraît un peu ridicule. On finance un projet. On finance un projet. Ce ne sont pas des subsides. Ce ne sont pas des subsides, ce ne sont pas des subventions. On finance un projet. Alors un projet, ça peut faire 30 000, ça peut faire 50 000. Alors, le plus important, lorsqu'on veut financer quelque chose, c'est de s'assurer que ce qu'on veut financer existe vraiment, que c'est rentable, que c'est une activité qui peut être menée, effectivement, et que la personne qui veut la mener a pris des dispositions pour la mener. Alors quand on ne fait pas ça et qu'on donne 30 000, je dis, c'est comme du social, c'est peut-être du social politique, je dirais, puisqu'on dit que c'est de la microfinance. Donc pour moi, ça, ce n'est pas de la microfinance, non. Je pense que la microfinance existait avant cela, et les gens le faisaient d'une certaine manière. Ce qu'il fallait faire, effectivement, au niveau de la microfinance, c'était de voir si on ne pouvait pas assouplir les conditions de paiement, parce que parfois c'était un peu dur, si on ne pouvait pas réduire les taux. Je crois qu'il y a eu des efforts dans ce sens, il faut le reconnaître. Il faut des efforts dans ce sens. Et je pense qu'il faut plutôt essayer donc d'accompagner les personnes qui ont des projets, même si c'est des projets de microfinance, de les accompagner pour le succès de leur projet, pour la réussite de leur projet, plutôt que de distribuer 30 000 francs. Alors quand je regarde un peu les personnes qui ont pris 30 000 francs, j'ai des amis qui gèrent des systèmes de microfinance qui m'ont dit, oui, il y a telle dame, elle a déjà pris un crédit de 1 500 000 chez moi, et puis on lui donne 30 000 francs. Elle va faire quoi avec ça? Donc, c'est clair qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin de 30 000, mais il y en a énormément qui en ont besoin. Mais justement, il y a quand même besoin de moins que ça. Dans les villages, pour la vendeuse de beignets, la vendeuse de bouillie, a besoin de 30 000. C'est largement suffisant pour qu'elle puisse développer une activité génératrice de revenus. Mais je suis d'accord. Et je dis simplement, il ne s'agit pas de 30 000 francs, il s'agit de dire qu'est-ce que vous voulez faire, quelle est l'activité, et voir si c'est 30 000 francs qu'il faut. Exactement. C'est peut-être 25 000 francs, c'est peut-être 50 000 francs. Donc dire on distribue 30 000 francs de façon systématique à tout le monde, ça me gêne un peu. Je vais vous dire, il y a quelques semaines, chez moi, j'ai été informé que les femmes du village ont été recensées toutes. Et on leur a dit, elles n'ont jamais bénéficié de ce crédit-là. Et puis on leur a dit, on va revenir vous donner 30 000 francs chacune. Elles n'ont pas demandé, elles n'étaient pas préparées à ça. On ne leur a pas demandé qu'est-ce qu'elles veulent faire avec. Elles n'ont pas dit on en a besoin. Donc voilà ce qui se passe en réalité avec les femmes. Donc vous pensez que la manière dont ces microcrédits sont mis à la disposition des femmes n'est pas catholique du tout? Enfin, moi je suis catholique. Peut-être que cette manière ne l'est pas. Je dis simplement, il faut faire de la microfinance et non pas dire on va distribuer 30 000 francs. Il faut distinguer, à mon avis, le filet social de la microfinance. La microfinance, cela se fait dans un cadre qui doit être un cadre viable financièrement. C'est-à-dire qu'une institution de microfinance doit être viable. Alors si le gouvernement veut apporter une aide, il faut que cette aide soit apportée pour alléger peut-être les conditions de crédit qu'accordent les autres institutions de microfinance, les institutions privées de microfinance peut-être, mais il faut que ce soit dans le cadre d'un projet pour que cela soit quelque chose de pérenne. Vous voyez quand même ces nombreuses femmes qui ne cessent de remercier le gouvernement pour ce projet, qui font quand même, qui remercient le gouvernement, qui font des témoignages par rapport à la réussite de ce programme, M. Jean-Yves Sissogan. Monsieur Sissogan, vous êtes économiste, vous êtes banquier, et quand on vous entend parler
du travail de vos collègues banquiers, ceux qui aujourd'hui dirigent le pays. Ce sont vos collègues de la BCAO, de la BOAD, de l'UEMOA et tout ce que vous voulez. Alors, lorsque vous parlez de ces banquiers en des thèmes aussi vraiment à la limite catastrophiques, est-ce que ça ne compromet pas un peu la crédibilité des banquiers? En principe, ceux qui sont formés doivent pouvoir mieux faire les choses. Ceux qui sont des banquiers doivent mieux gérer les finances publiques, doivent mieux gérer des questions économiques. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, comme vous dites, même mes patrons, je dirais, qui sont aux affaires. Mais je suis obligé de dire que j'ai honte de ce qui s'est passé. J'ai honte. Je pense que tout agent de la Banque centrale vous dirait la même chose. Je ne suis pas aux affaires, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé ainsi, mais je trouve inadmissible que des agents de la Banque centrale cautionnent ce genre de choses, que des agents de la Banque centrale acceptent que des institutions s'établissent dans un pays sans autorisation et prennent de l'épargne. Donc, vous parlez des structures de collecte d'épargne, exactement. ICC Services et Consommation. Par exemple, oui. Donc je trouve ça inadmissible. Et donc je pense que, alors, le fait que des agents de la banque soient aux affaires, de la Banque centrale soient aux affaires et qu'il y ait des problèmes économiques, une fois encore, nous sommes dans le problème de la gouvernance dont je parle. Donc je pense que chacun fait son choix. Ils ont fait le choix de travailler dans ces structures, enfin dans le gouvernement, et d'être dans un environnement où la gouvernance économique n'est peut-être pas la première préoccupation. Alors, je le constate simplement à travers les chiffres. Mais je ne pense pas que cela entache la Banque centrale. La Banque centrale est une institution qui fait un travail absolument admirable. Il faut l'avouer. Il y a peut-être des choses à améliorer, c'est sûr. Il y a des choses à redire, c'est sûr. Mais je crois qu'à la Banque centrale, on travaille beaucoup, on travaille énormément, on travaille avec rigueur. Et d'ailleurs, si on reprend l'affaire ICC, la Banque centrale a fait son travail. Même si on ne l'a pas interpellé, même si on ne lui a pas demandé son avis, elle a donné l'alerte. Ça veut dire que là-bas, on fait un travail correct. Donc je suis un peu surpris qu'une fois dans ces conditions-là, qu'on ait fait autre chose. Et je ne pense pas que tous ceux de la Banque centrale qui ont travaillé au gouvernement par le passé, et se sont retrouvés dans des situations avec des résultats aussi catastrophiques, je ne crois pas. Donc, et là, vous touchez une partie de la situation actuelle, du fondement de la situation actuelle. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pensé en 2006 que nous avons fait le bon choix. Le choix, donc, d'une meilleure gouvernance économique et politique. Ce que nous avons pensé. Mais je crois que, d'une manière générale, lorsque vous regardez les résultats économiques aujourd'hui, les résultats financiers, il y a forcément un style de gestion, un style de gouvernance qui n'est pas favorable donc, au développement, qui n'est pas favorable à la croissance économique. Lorsque je regarde, par exemple, je constate que les entreprises qui semble-t-il, ne sont pas en odeur de sainteté avec le gouvernement ou qui sont dirigées par des gens qui ne sont pas forcément du côté du gouvernement, que ces entreprises subissent des tracasseries, je suis surpris. Parce que lorsqu'on est dans une économie libérale, on centre le développement, on centre la croissance sur le secteur privé. C'est l'entreprise qui crée la richesse. C'est l'entreprise qui crée la richesse et donc l'entreprise doit être au cœur des préoccupations du gouvernement. Alors quand un gouvernement qui veut créer de la croissance s'en prend aux entreprises, je suis surpris. Au contraire, on devrait accompagner les entreprises. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, le rôle du gouvernement dans une économie libérale, c'est de l'accompagner, d'essayer de comprendre pourquoi elle est en difficulté et de lui apporter l'appui qu'il faut. Mais ici, on a l'impression que les entreprises sont complètement mises de côté, qu'elles ne savent même pas, quand elles travaillent avec le gouvernement, elles ne savent même pas comment elles vont se faire payer. Lorsqu'elles sont en difficulté, on ne les assiste pas du tout. Au contraire, on leur croit les difficultés pour telle ou telle raison à la tête de la personne qui dirige l'entreprise. Et je dis ça pose un problème de style de gouvernance. Et donc, je ne pense pas que mes collègues qui sont là, c'est parce qu'ils sont incompétents. Je ne crois pas. Et ce n'est pas possible qu'ils soient incompétents.
Mais je pense qu'ils sont dans un environnement de gouvernance qui, malheureusement, n'est pas le bon. Ils ont fait le choix d'y rester. Écoutez, c'est leur choix. Oui, je vais répondre peut-être un peu ma question. Vous avez répondu en partie. En fait, est-ce qu'il suffit d'avoir dans son parcours, dans sa carte de visite, banquier, un fonctionnaire de l'une des institutions financières régionales ou sous-régionales, ou tout simplement de provenir de la Banque centrale pour être bon dirigeant, pour être bon président, bon ministre, et tout ce que nous voulons. Vous avez aussi des ambitions pour le pays, vous briguez la magistrature suprême, vous êtes un fonctionnaire de la Banque centrale. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait du bilan de vos collègues qui ont déjà fait leur expérience à la tête du pays. Alors, ce que je peux dire, c'est que... Est-ce que cela ne compromet pas vos chances? J'ai bien compris la question. Ce que je peux dire, c'est que chacun a son parcours. D'abord, le mien, c'est un parcours qui est un parcours sur les lieux, je dirais. C'est-à-dire que j'ai travaillé au Bénin quand même, en gros, une quinzaine d'années. D'accord? J'ai travaillé au ministère des Finances, une douzaine d'années, d'une façon générale, avant d'aller à la Banque centrale. Et donc, je dirais que, contrairement à d'autres qui n'ont pas l'expérience du pays, j'ai quand même une expérience du pays, une expérience de l'administration financière. J'ai travaillé au ministère du Plan. J'ai une expérience de l'administration du ministère du Plan, donc du ministère des Finances. Je connais le pays, je connais ceux qui dirigent le pays d'une façon générale, je connais ceux qui sont de ma génération et qui sont aux commandes, je les connais. Et donc, je ne suis pas je ne suis pas venu, et ce n'est pas parce que je suis la BCEAO que je suis là. C'est vrai que j'ai une expérience internationale, puisque la BCEAO m'a quand même permis, comme je l'ai dit, d'avoir une connaissance de l'ensemble de l'UEMOA en termes monétaires, au plan monétaire et au plan de finances publiques, au plan économique. C'est clair. D'accord? Mais cela étant, j'ai eu la chance de passer aussi à l'UEMOA, où je m'occupe jusqu'ici, je dirais jusqu'à il y a quelques jours, je dirais, je m'occupe de choses importantes comme le développement de l'entreprise, comme l'industrie, comme l'artisanat, comme les télécoms, comme l'énergie. Et donc tout ça, ça fait, en tout cas, ça me donne une vaste gamme d'expériences, je dirais, dans différents secteurs, au plan national comme au plan régional. Et donc ça fait la différence. L'autre chose, c'est que les chemins qui mènent à la tête d'une institution régionale, ce ne sont pas forcément les chemins de la compétence. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il s'agit d'un compétent, mais ce n'est pas le chemin de la compétence. Vous ne passez pas un examen pour y aller. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Oui, ce que je veux dire, c'est que celui qui est pris pour diriger une institution internationale, n'est pas forcément il ne passe pas un examen pour qu'on sache que c'est lui qui est le meilleur. C'est pas cela. Donc c'est d'autres critères.